Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Hier mardi 8 mai, la commémoration du 73e anniversaire de l'armistice s'est déroulée au camp de Port-Bouët sous l'autorité militaire du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquée par la distinction d'officiers et de sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une pluie qui a fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Pour les météorologues, elle était prévisible. Nous entrons dans la période prévisionnelle qui, à partir de juin jusqu'à septembre prochain, sera une période pluvieuse. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Et puis Donald Trump a annoncé hier le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien qu'il a qualifié de désastreux. Il a également déclaré rétablir des sanctions contre le régime iranien, une annonce qui risque d'ouvrir une période d'incertitude quant aux ambitions atomiques de Téhéran. Nous sommes mercredi 9 mai 2018 et vous allez le voir en images. Un conseil des ministres se tient depuis 11 h ce matin au palais de la présidence de la République. Réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes de reportage y sont également. Leur compte rendu complet ce soir dans le 20 h. Je vous le disais en titre, les forces françaises en Côte d'Ivoire ont commémoré hier l'armistice du 8 mai 1945, armistice qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. L'événement a été commémoré dans la commune de Port-Bouët en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La cérémonie a été essentiellement marquée par la distinction d'officiers et de sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Abou Sanogo. Étendard des républiques de France et de Côte d'Ivoire flottant sur la place d'armes du camp de Port-Bouët. Troupes françaises et ivoiriennes en armes sur le tarmac, immobiles pour les honneurs militaires. La France ravive la flamme du soldat inconnu ce mardi 8 mai. Dépôt de gerbes de fleurs et hommages face à la stèle du soldat inconnu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La commémoration du 8 mai acte la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai fait suite à la première capitulation allemande signée à Reims, quartier général des forces alliées, dans la nuit du 6 au 7 mai 1945. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. À Abidjan, la cérémonie d'armistice commémorée à la base des forces françaises en Côte d'Ivoire a vu la distinction de 16 officiers, 4 officiers subalternes et 2 sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire dans l'ordre national du mérite échelon bronze. Ces personnels choisis par l'armée française, sur proposition des forces armées de Côte d'Ivoire, se démarquent par la rigueur quotidienne. L'ardeur au travail et le sacrifice consenti lors d'opérations conjointes menées par les deux armées. Pour marquer encore plus la solennité de l'instant, forces armées de Côte d'Ivoire et forces armées françaises ont rendu côte à côte les honneurs au départ du drapeau, comme pour réaffirmer leur adhésion au même idéal, celui de la liberté humaine. Les députés de Côte d'Ivoire ont adopté récemment leur programme de travail pour la session ordinaire 2018. Des séances de questions orales avec débat ont eu lieu la semaine dernière, en plus de l'examen de plusieurs projets de loi. Herman Guivet. 222 députés réunis en plénière après la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale tenue le 3 avril dernier. L'objet de cette plénière, valider le calendrier de travail des parlementaires qui court du jeudi 3 mai au jeudi 8 juin 2018. Le calendrier que nous avons adopté court juste un mois et en tenant compte des différentes navettes qui auront désormais lieu entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les députés également ont posé des questions préalables concernant ce calendrier parce que nous attendons depuis le début de cette législature un règlement qui va venir régir notre fonctionnement au sein de l'hémicycle. Ordre du jour adopté par le quorum de députés présents à cette séance plénière. Un ordre du jour qui renferme de multiples centres d'intérêt. Parmi les questions qui focalisaient les attentions, il y a la problématique du statut des députés.
Et je crois que nous avons eu satisfaction que l'Assemblée nationale fasse en sorte d'inscrire donc cette question à l'ordre du jour du calendrier. Nous avons plus d'une trentaine de lois déjà sur la table des députés, questions sur lesquelles nous allons donc plancher. Les travaux qui se tiennent en ce moment s'étendront jusqu'au 16 mai. Suivront ensuite des séances de questions orales avec débat portant sur la réforme des modalités de passage en classe supérieure, au primaire et au secondaire. Dans le même registre, des débats portant sur la crise de l'éducation nationale liée aux frais d'inscription et autres frais annexes. Et puis, pour aider à trouver une solution appropriée au problème d'apatridie, un réseau est né au sein de l'Assemblée nationale. Il s'agit du réseau des parlementaires ivoiriens pour la migration, les réfugiés et les apatrides. Réseau qui vient ainsi renforcer les bases légales et juridiques de la lutte contre l'apatridie et souligne la volonté des autorités ivoiriennes en général et des parlementaires en particulier d'éradiquer ce fléau. Le témoignage de Olivier Iriebi. 1000, c'est le nombre de personnes en situation d'apatridie en Côte d'Ivoire. Cette frange de la population qui souffre de problèmes d'identité reste confrontée à des difficultés d'ordre divers, notamment au plan administratif et au niveau de l'insertion socio-professionnelle. En vue de contribuer à la recherche de solutions face aux problèmes d'apatridie, mais aussi de migration des jeunes Ivoiriens vers l'Europe, un réseau de parlementaires a été constitué. Nous avons noté que la grande majorité n'est pas forcément bien informée des situations, n'appréhende pas à sa juste valeur ces questions-là. Et donc notre mission, l'une de nos missions, c'est donc de contribuer à promouvoir l'information et la sensibilisation. Et ensuite, faire des plaidoyers. Encourageant cette initiative, des députés ivoiriens, le représentant du Haut Commissariat des réfugiés a indiqué que la question de l'apatridie relevait des droits de l'homme, une situation qu'il faut corriger. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir des statistiques fiables par rapport à l'apatridie. On estime à près de 700 000 personnes qui sont soit apatrides ou à risque d'apatridie sur le sol de Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que c'est quand même quelque chose qui est assez important et donc qui fait de la Côte d'Ivoire le deuxième pays après le Myanmar à avoir une population d'apatrides aussi importante. Donc vous vous rendez compte que la situation de l'apatridie reste pour nous un problème crucial. Après le réseau des journalistes pour la lutte contre l'apatridie, le réseau des parlementaires sur les migrations, les réfugiés et apatrides est la deuxième organisation mise en place par le HCR pour apporter des solutions concrètes aux problèmes d'apatridie en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Olivier Iriebi a été commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Il y a eu la pluie à Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une forte pluie qui a fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Des baraques qui s'affaissent, des troncs d'arbres arrachés ou des pylônes de télécommunications qui s'écroulent sur la voie, occasionnant des embouteillages monstres. Voilà le constat fait par notre équipe de reportage sur le terrain. Mais pour les météorologues, ce ne serait pas un fait surprenant. Reportage. Cocody, face à la radio-télévision ivoirienne, des ouvriers s'affairent pour déplacer de la chaussée cet arbre abattu la veille par de violentes rafales pluvieuses. Même décor à un autre carrefour dans la même commune. Un autre arbre s'est effondré sur la clôture d'une imprimerie. Un peu plus loin, un pilier électrique dangereusement sur le passage des usagers de la route. Nous sommes au mois de mai. Les premières prévisions météorologiques rappelées lors des 5e journées de prévisions saisonnières climatiques africaines annonçaient ce type d'incident. Ce sont l'évaluation des prévisions que nous avions faites pour mars, avril, mai, juin. La période de juin à septembre sera une période pluvieuse cependant particulière. L'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire pourrait, elle, avoir un cumul pluviométrique supérieur également à 739 mm de pluie, comme indiqué dans les résultats au niveau national. L'une des caractéristiques majeures de la saison, ce sont les séquences sèches qui seront pendant la période de juin, juillet, août et septembre. Le nord et le sud de la Côte d'Ivoire au-delà de la moyenne saisonnière, l'ouest inférieur à cette moyenne et le reste du pays, Abidjan par exemple, proche de la moyenne saisonnière, à chacun de prendre ses dispositions.
La RTCI rappelle à la population que conformément au décret numéro 2017-193 du 22 mars 2017 portant identification des abonnés des services de télécommunications TIC ouvert au public et des utilisateurs des cybercafés, que l'opération de réidentification des abonnés de téléphonie mobile débutée le 12 septembre 2017 est arrivée à son terme depuis le 30 avril 2018. Par conséquent, tout abonné qui n'aura pas procédé à sa réidentification auprès de son opérateur de téléphonie mobile avant le 11 mai 2018 verra son numéro donc mis en réception simple. Toutefois, les abonnés dont les numéros seront mis en réception simple pourront normaliser leur abonnement en se faisant réidentifier dans la période allant du 11 mai 2018 au 11 juillet 2018, délai de rigueur. Passé ce délai, les services des abonnés non réidentifiés seront définitivement arrêtés et l'abonné perdra son numéro de téléphone. La 3e édition des Journées de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, dénommée la Semaine européenne, s'est ouverte hier mardi ici à Abidjan. Il s'agit ainsi de faire découvrir la contribution de l'Union européenne dans l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. L'UE qui se présente aujourd'hui comme le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Retour sur la cérémonie d'ouverture des Journées de coopération Côte d'Ivoire-UE édition 2018. C'est avec notre reporter Justine Seydjike. L'Union européenne, premier partenaire commercial, premier investisseur et premier donateur en Côte d'Ivoire, intervient dans pratiquement tous les secteurs. Les secteurs sociaux, les infrastructures, le développement rural et la gouvernance. 10 ans de coopération Union européenne-Côte d'Ivoire de 2008 à 2018 équivaut à 662 contrats pour 644 milliards de francs CFA. Le montant contractualisé en 2017 s'élève à 115 milliards de francs CFA et le montant payé 53 milliards de francs CFA. Un bilan satisfaisant pour les deux partenaires. Chaque année, à peu près, nous dépensons, tout crédit confondu, environ 100 millions d'euros en Côte d'Ivoire. Nous intervenons par divers canaux, à travers d'abord les agences de coopération des États membres, à travers des agences des Nations Unies et à travers l'État ivoirien lui-même. Puis à travers beaucoup d'ONG qui sont ici présentes dans des domaines notamment sociaux. Sur la période 2014-2020, il est prévu un engagement de l'ordre de 179 milliards de francs CFA sur le programme indicatif national. Ces ressources vont être complétées en fait par les ressources du programme indicatif régional de l'ordre de 8,5 milliards. Ça c'est en fait un ajout. En plus de tout ça, il y a eu une évaluation à mi-parcours qui a été faite, qui a montré effectivement que la performance de notre portefeuille de projets avec l'Union européenne est bonne, une bonne performance. Donc ce qui nous a permis d'avoir un soutien additionnel grâce justement à la diligence de monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Donc on a eu en addition une enveloppe de 30 millions d'euros, l'équivalent de 23 milliards de francs CFA. Les perspectives pour 2018 s'annoncent tout aussi bonnes. Beaucoup de créateurs d'entreprises, notamment dans la transformation des produits vivriers ou dans la transformation des produits agricoles, ont besoin de financement. Or, l'accès au financement est rendu difficile par les hauts taux d'intérêt qui sont encore pratiqués. Donc notre but, c'est de faciliter ces créations d'entreprises, soit par des subventions directes auprès des chefs d'entreprise, soit par la baisse des taux de crédit auprès des banques. La coopération Union européenne-Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 entre l'Union européenne et 76 pays d'Afrique, Caraïbes et de l'océan Pacifique. Elle a pour but de promouvoir une approche stratégique commune en vue de la réduction de la pauvreté et de l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Et lors de ces journées de coopération, plusieurs projets concernant divers secteurs ont été exposés, de quoi indiquer l'étendue des actions de l'Union européenne en termes de financement et d'appui budgétaire. On retrouve Justine Seydjike. La Semaine de l'Europe est l'occasion d'exposer les projets financés et encadrés par l'Union européenne au bénéfice des populations. Nous travaillons avec un ensemble de partenaires financiers, dont l'Union européenne, qui a accepté dans le cadre du 11e FED de mettre à disposition de la Côte d'Ivoire en don 139 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 91 milliards
pour des projets. Ces projets-là concernent l'électrification des villages. Il y a donc autour de 350 villages qui vont donc électrifier. Il y a donc l'amélioration de la qualité de l'électricité à San Pedro et à Boaké. Les travaux sont en cours. Les populations verront l'impact de ces travaux-là dans ces villes. Et il y a aussi l'amélioration de façon substantielle de la qualité de l'électricité sur Abidjan. Le montant s'élève à 17 millions d'euros, soit environ 11 milliards de francs CFA pour 4 ans. Le financement va servir à financer 3 composantes. La première composante, c'est donc la composante manioc, qui vise la professionnalisation des acteurs. Nous allons travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du manioc, depuis la production de boutures saines et de qualité jusqu'à la commercialisation des produits finis. Nous avons ciblé la tiquée et le placali. Save the Children a bénéficié d'un financement de l'Union européenne d'un montant de 933 000 euros pour un projet qui va durer 30 mois et qui se pilote dans les 6 communes d'Abidjan. Nous voulons contribuer à la promotion des droits des enfants vulnérables, que ce soit les enfants dits sorciers, les enfants dits microbes en conflit avec la loi, des enfants qui ont subi des abus et exploitations sexuelles. La 3e édition des Journées de la coopération Côte d'Ivoire-Europe a enregistré un grand nombre d'exposants, preuve du dynamisme de la coopération Union européenne-Côte d'Ivoire. Allons-y, à Boaké. Depuis 2 mois, l'eau manque dans certains quartiers de la capitale de la région de Boaké. En attendant des solutions pérennes, le gouvernement ne reste pas les bras croisés et met tout en œuvre pour établir la situation. En attendant, c'est l'ONEP qui soulage les populations. 15 camions citernes de l'Office national de l'eau potable ravitaillent Boaké et les départements environnants en eau potable. Le reportage de Kader Sogodogo. Quartier commerce, secteur château, bienvenue au centre de remplissage des citernes de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Une réponse immédiate du gouvernement pour soulager la population en cette période de pénurie d'eau à Boaké. La distribution se fait gratuitement et est supervisée sur place par le directeur régional de la SODECI. Ces citernes-là ont été réparties selon une planification bien précise, notamment en privilégiant les sites sensibles. Les sites sensibles, ce sont les sites comme les hôpitaux, notamment le CHU, les maternités, les établissements de santé en tout cas, et puis les casernes, il y a également les prisons, il y a également les campus, et puis certains établissements de l'éducation nationale, notamment les lycées qui ont des internats. Voilà. Et donc ce sont des sites sensibles qui ont été effectivement identifiés. Et pour ces sites-là, il y a 2 camions citernes qui ont été dédiés pour ces sites. Au-delà de ça, cette pénurie touche également les localités de Sakassou, Diabo et Botro. Et donc à ces localités-là, nous avons également attribué 2 camions citernes, des camions citernes qui font également le ravitaillement. Et donc le reste des camions citernes est déversé sur la ville de Boaké, souvent un plan de rotation dans les quartiers. Et ces camions font en moyenne au moins 4 voyages par quartier et c'est de façon hebdo. Chacun joue sa partition, on y met du sien. Donc on veut tout mettre en œuvre pour que la population ait de l'eau. Moussa Bakayoko, conducteur de citerne, a dans son programme du jour Dar es Salaam, secteur Kotiakro. La traversée est vite faite. Un seul coup de klaxon suffit pour alerter tout le quartier. La pénurie d'eau n'aura jamais raison de l'humour. La joie des populations. On ne gagne pas l'eau. Si on a vu ça, c'est bon. Merci au gouvernement. L'objectif est clair. Approvisionner le maximum de foyers. L'eau que nous prélevons ici, dans les camions citernes, c'est de l'eau des forages. Et donc c'est de l'eau traitée, c'est de l'eau que nous buvons. Donc c'est de l'eau saine à la consommation de la population. Et c'est gratuitement que nous distribuons surtout à la population sinistrée. À ce jour, l'ONEP dispose d'une flotte de 15 camions citernes à Boaké. Revoir cette flotte à la hausse soulagerait davantage la population en attendant la fin de la pénurie. Et si à Boaké, c'est la pénurie d'eau qui trouble le sommeil des populations, ici à Abidjan, c'est un problème de logement qui préoccupe des familles. Hier matin, les habitants du quartier Bel Air, ici même à Cocody, ont été déguerpis des maisons qu'ils louent depuis de nombreuses années à la Sikoji. Et pour cause, un programme de rénovation de plusieurs cités de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire. Un programme qui serait annoncé depuis plusieurs années. Le constat de notre équipe de reportage menée par Cheikh Koné Aboubakar. Où on va habiter?
Pleurs, consternation et colère ce matin au quartier Bel Air, dans la commune de Cocody-Danga. Un important détachement des forces de sécurité s'est rendu tôt ce matin dans ce quartier pour déguerpir les riverains. Depuis tôt ce matin, à partir de 7h30, on a été envahi par 3 cargos du GMI avec un huissier. Ils nous ont envoyé des exploits d'huissier. On n'a rien compris. La CICOJ est venue pour faire ce travail que vous-même vous constatez sur le terrain. C'est dommage. Outre les habitations, les commerces aussi ont fait les frais de ce déguerpissement. Pour exécuter sa mesure d'expulsion, la CICOJ a utilisé les grands moyens. Interruption de la distribution d'eau et la fourniture d'électricité. Délogés, les riverains essayaient tant bien que mal de sauver quelques meubles de fortune sous le regard médusé des passants. Les responsables de la CICOJ que nous avons rencontrés dans le cadre de ce programme de déguerpissement sont clairs. Des mises en demeure ont été données à chacun des locataires, leur signifiant le départ des dites maisons. Pour rappel, en janvier dernier, un arrêt de la Cour suprême donnait ordre à la CICOJ de récupérer son patrimoine immobilier. Pour ce faire, l'entreprise entend aller jusqu'au bout de ce programme. Après Cocody-Danga, les cités dans les communes d'Adjamé et Treichville sont les prochaines visées. Et ce litige CICOJ versus quelques locataires date de 1980. Il est donc vieux de 38 ans. Les décrets de 1970 et 1994, les décisions de justice, les menaces de déguerpissement ainsi que les multiples saisines et réunions entre les deux parties n'ont jusque-là pas permis de trouver une issue. Si pour la CICOJ, la récupération de ce patrimoine immobilier est tout à fait légale, les résidents des cités mises en cause, eux, la jugent injuste et arbitraire. Déguerpissement des habitants des cités CICOJ, action légale ou abus, Cheikh Koné a enquêté. L'histoire remonte un peu avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La défunte société immobilière et des habitations à bon marché de Côte d'Ivoire, Sissi, a construit plusieurs logements économiques dans des communes d'Abidjan. Cocody Bel Air, Adjamé Habitat Extension, Treichville Autoroute, Craon 1, pour ne citer que ceux-là. À la disparition de cette entreprise, la CICOJ obtient, après sa création en 1962, la gestion des 10 quartiers. À partir de 1980, la CICOJ lance un programme de rénovation devant aboutir au recasement de certains résidents et la cession de certaines autres habitations à leurs occupants. Mais dans le mode opératoire, un litige naît et se poursuit jusqu'à ce jour. Paul Digbe Yao a 76 ans. Il est résident au quartier Adjamé Habitat Extension, où il loue une 3 pièces depuis 1960. Ce septuagénaire revendique une promesse de vente formulée par la CICOJ, mais jamais exécutée. Et cela, malgré l'amortissement comptable de ces maisons. Paul et les 229 autres locataires sont convaincus que ces maisons leur reviennent. Que disent ces décisions? En 1970, l'arrêté paru dans le journal officiel stipule en son article 6 que la CICOJ doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Autrement dit, il revient à la CICOJ de céder ces logements au fur et à mesure qu'elle constate l'amortissement des coûts de construction. Ensuite vient le 1er juillet 1994. L'attestation numéro 733 ordonne la cession des 10 logements. Justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. Les directeurs qui sont venus, ils ont fait autre chose que d'appliquer le décret. Selon les archives consultées, les coûts fixés à cette période pour céder les maisons oscillaient entre 850 000 et 2 018 000 francs CFA, respectivement pour les studios appelés à cette époque célibatorium et les villas basses en bande de type 3 pièces et 2 pièces. Comme Paul, Dominique Aka, 55 ans, cadre d'assurance, fait lui aussi face au même litige. Sauf que contrairement à notre septuagénaire, cette habitation a vu naître Dominique. Mon père est né en 1935 à Grand Laou. Il a grandi là-bas, il allait à l'école. Quand il est arrivé à Abidjan, il a commencé à travailler. La première maison qu'il a occupée, c'est celle-là. Qu'il a occupée, qui portait son nom, c'est celle-là. Et ici est investi pour qu'elle lui revienne plus tard. Il est décédé en 1998 sans avoir vu le fruit de ses efforts. Au total, ils sont environ 715 locataires repartis dans 5 quartiers du district d'Abidjan concernés par ce différend. Déjà en juillet 2017,
56 résidents du quartier Belleville à Trècheville, liés au même litige, ont été déguerpis. C'est ce sort que craignent les résidents de ces cités. Ils multiplient par conséquent les rencontres pour plaider leur cause. Nous quittons Adjamé pour la commune de Cocody. Nous sommes au quartier Cocody-Bel-Air. Même contentieux, même psychose. Ici, 76 locataires vivent sous la menace d'une expulsion. Surtout qu'en janvier 2018, une décision de la Cour suprême en faveur de la Sikoji lui donne plein droit de récupérer son patrimoine immobilier. Salima Takone, la soixantaine révolue, désemparée, plaide. Il y a des gens qui sont habités dans les communes, ils n'ont jamais payé rien à l'État. Mais nous, on est restés ici depuis combien d'années? On a demandé seulement à Sikoji de nous loger dans les maisons sociales, on va payer, on n'a pas dit gratuit. Mes parents, ils sont depuis 56. Elle est là, la veuve est encore là. Elle a 98 ans. Je l'envoie où? L'obstination de ces 715 résidents est-elle fondée? Y a-t-il eu vice de procédure dans la cession totale de ces cités à leurs résidents? Le décret du 1er juillet 1994 concernait-il tous les locataires de ces cités coloniales ou une partie? Face à autant d'interrogations, nous nous sommes rendus à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire, Sikoji. La Sikoji, c'est vrai, n'a pas eu les moyens tout de suite de procéder à ces opérations de rénovation. C'est en ce moment-là que les locataires ont réagi, faisant état de fait aussi que l'État avait décidé à un moment donné de vendre tous les logements en location simple. Ce à quoi la Sikoji répond, oui, effectivement, l'État a vendu une partie du patrimoine en location simple, mais l'État a exclu expressément les 3 sites. À la tête de la Sikoji depuis 6 mois, pour Fofana Bouaké, ces locataires sont victimes d'une mauvaise interprétation des contours d'une promesse de vente. Tant qu'une promesse de vente ne se traduit pas en vente réelle, elle n'est pas une vente. Donc c'est vraiment leur dire que c'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on procède à ces déguerpissements. C'est l'emploi des 114 employés de la Sikoji est en jeu. Ces terrains ont été apportés à d'autres structures en garantie de concours bancaires que la Sikoji a aujourd'hui. On ne peut pas ne pas le faire. Pour l'heure, après 3 rencontres entre la nouvelle direction de la Sikoji et le syndic national de ces quartiers, les discussions sont suspendues. C'est un document signé Cheikh Koné Aboubakar. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Donald Trump a annoncé hier mardi le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien qu'il a qualifié de désastreux. Il a également déclaré rétablir des sanctions contre le régime iranien. Une annonce qui risque d'ouvrir une période d'incertitude quant aux ambitions atomiques de Téhéran. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi l'abandon de l'accord nucléaire iranien par les États-Unis, mais aussi le retour des sanctions dures contre l'Iran. L'accord sur le nucléaire iranien avait été conclu en juillet 2015 à Vienne, en Téhéran, et le groupe des 5+1 constitué de la Chine, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de l'Allemagne. Par ce texte, l'Iran acceptait de limiter son programme nucléaire pour garantir son caractère pacifique, obtenant du coup une levée progressive et partielle des sanctions internationales. Ce mercredi, la presse iranienne était unanime pour dénoncer cette décision du président américain. Le locataire de la Maison-Blanche lui n'a donné aucune précision sur la nature des sanctions qui seraient rétablies et à quelle échéance. Mais il a mis en garde tout pays qui tenterait d'aider l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires. Il a indiqué qu'il pourrait aussi être fortement sanctionné par les États-Unis. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 2 nouveau du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le jeudi 10 mai 2018, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective
collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé des mains du ministre Jean-Claude Kouassi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.